Le chandelier au canard est l'un des fleurons de la collection du département des arts de l'islam. Il s'agit de l'un de ses métaux les plus importants, en particulier concernant le monde iranien médiéval. C'est en effet l'un des très rares chandeliers de ce type qui soit parvenu jusqu'à nous. Il a probablement été réalisé en Afghanistan, peut-être à Hérat, dans la seconde moitié du XIIe siècle. Le chandelier au canard est actuellement étudié dans le cadre d'un programme de recherche en archéométallurgie, nommé Islam Metal, conduit par le département des arts de l'islam depuis fin 2013 et le Centre de recherche et de restauration des musées de France en la personne de David Bourgari, et avec le support financier du Roshan Cultural Heritage Institute, grâce auquel nous avons pu nous adjoindre l'expertise d'un autre archéométallurgiste, Ziad Elmore. Par le biais d'analyses et d'examens, nous déterminons quels sont les matériaux constitutifs des œuvres, mais également leur mode et leurs caractéristiques de mise en forme et de décor. Les métaux provenant du monde iranien n'ont jusqu'à présent pas fait l'objet d'analyses systématiques et comparatives. Le programme portant sur le corpus numériquement et qualitativement important et très représentatif du DAI, qui compte une centaine d'objets provenant du monde iranien datables entre le Xe et les débuts du XIIIe siècle, constitue un apport majeur dans le domaine des arts de l'islam, comme dans celui de l'étude plus générale des métaux. Ces informations archéométallurgiques enrichissent les données archéologiques, épigraphiques et stylistiques qui ont jusqu'à présent été privilégiées dans l'étude de la collection. Les analyses de l'alliage, réalisées à partir d'un prélèvement pratiqué dans l'épaisseur de la base, ont révélé qu'il s'agit d'un laiton, c'est-à-dire un alliage de cuivre et de zinc. Le terme désignant le laiton, berenj en persan, est connu dans les sources textuelles depuis le XIe siècle. Sa ressemblance avec l'or est soulignée dans les textes. La couleur originelle du chandelier, très jaune doré, est aujourd'hui ternie et altérée par le vieillissement d'anciens vernis et de cire qui ont provoqué la corrosion de la surface, d'une teinte allant jusqu'au rouge sombre. Comme nous allons l'observer en détail, le chandelier a été mis en forme par martelage. Son décor est complexe. Il s'agit d'un travail de la matière, à la fois repoussé, ciselé et poinçonné, mais aussi d'un apport d'autres matériaux, car l'objet est également incrusté d'argent, de cuivre et de pâte noire. Ces décors sont de petites dimensions et certains sont difficiles à percevoir à l'œil. Celui de la caméra va nous permettre de les appréhender. Et pourtant, le chandelier au canard, qui fait partie des plus grands métaux conservés émanant du monde iranien médiéval, mesure 34 cm de hauteur et sa base atteint un diamètre de plus de 35 cm. Avant de nous immerger dans l'œuvre, quelques informations sur sa célébrité auprès des amateurs et l'histoire de son arrivée au Louvre au tout début du XXe siècle. Le chandelier apparaît dans Les Mille et une nuits. Il est présent, en effet, dans l'une des illustrations de Léon Carré pour l'édition réalisée en 12 volumes, parue entre 1926 et 1932, de la traduction de Joseph-Charles Mardrus. Dans le volume 1, et précédant donc le premier conte dit par Scheherazade au roi Schahriar, Carré utilise le chandelier. Il l'a agrémenté d'une haute chandelle et n'en donne pas une représentation exacte. L'image illustre cependant l'utilisation de l'objet et le fait qu'il soit bien connu des orientalistes et des amateurs. Elle se situe alors que les Mille et une nuits commencent. Le chandelier, aujourd'hui présenté dans une vitrine individuelle du rez-de-cour du DAI inauguré en 2012, est entré au Louvre en 1909. Il provient du legs Piet-la-Tauderie, grâce auquel 26 œuvres d'art islamique, dont 4 métaux, sont entrées au musée. La collection de Piet-la-Tauderie était en partie spécialisée en art islamique. Elle est visible à Paris et à Niort, ville natale du collectionneur, au musée Bernard d'Agessi.
Aujourd'hui, plus d'un siècle après leur arrivée dans les musées, il apparaît que les objets rassemblés par Piet-Latoudry demeurent parmi les œuvres majeures de l'art du métal incrusté, du monde iranien au Proche-Orient. Charles Pascal Marie Piet-Latoudry, né en 1837 et décédé en 1909, fut le donateur de 6 musées à Paris et au musée de Niort. Il a légué sa collection dans 3 testaments. Le premier legs date de 1894. Il est destiné au Louvre, à Cluny et au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale. Il précise « Je lègue au musée du Louvre toute ma collection d'objets orientaux, arabes, persans, turcs, hispano-arabes et vénitiens de style arabe, comprenant des faïences, des cuivres, des fers, des ivoires, des verres, des livres, des étoffes, des bijoux et autres objets au nombre de plus de 200. Au Louvre est également légué son portrait peint par Jules Bastien-Lepage en 1879, que vous voyez à gauche de l'écran. Un autre portrait du collectionneur a été réalisé en 1886 par Oscar Rotti. La plaquette de métal où Piet-Latoudry est représentée de profil, que vous voyez à droite, appartient aujourd'hui, comme la peinture de Bastien-Lepage, aux collections du musée d'Orsay. Sur cette image sont rassemblés certains des objets majeurs de la collection Piet-Latoudry dans le domaine des arts de l'islam, conservés au Louvre en haut de l'écran et à Niort, au musée Bernard d'Agessi sur la partie inférieure de l'écran. Lors du premier testament, rédigé en 1894, l'inventaire de la collection n'est pas établi et nous n'y trouvons donc pas de description des objets. On ne peut donc être certain que le chandelier figurait alors dans la collection et donc dans le legs. En revanche, dans le deuxième testament, en 1905, Piet-Latoudry précise qu'il lègue au musée du Louvre la petite aiguière en bronze d'Abasquiné portant la date de 1190, le grand chandelier arabe en cuivre d'Abasquiné orné d'une double frise de lion accroupi et surmonté d'une file d'oiseaux en ronde bosse, notre chandelier donc. C'est cette petite aiguière du monde iranien que vous avez en haut à gauche de l'écran, ainsi qu'un exceptionnel bassin réalisé au Caire en 1285, et cet ensemble de carreaux iraniens à décor de lustre métallique. C'est en 1909, dans le testament de la veuve de Piet-Latoudry, Marie-Augustine Goy, que la ville de Niort devient le principal destinataire du legs. On peut admirer aujourd'hui, au musée Bernard d'Agessi, ces objets, tels un chandelier lié à la dynastie Rassouli du Yémen, cette boîte à couvercle venant d'Iran occidental, ou encore cette exceptionnelle aiguière indienne incrustée de pâte colorée. Gaston Mijon, conservateur du département des objets d'art du musée du Louvre, écrit en 1909, dans son article des Arts, paru lors de l'entrée du legs au musée, que Piet-Latoudry n'achetait pas au cours de ses voyages, en Égypte ou encore en Asie mineure. Il précise que les œuvres furent pour la plupart acquises à Paris, des mains d'Arméniens correspondant des marchands du bazar de Constantinople, et que Piet-Latoudry arrêta d'acheter avant 1894. Dans cet article, Mijon évoque les objets désormais au Louvre, déjà connus du public parisien, car exposés en 1903 au musée des arts décoratifs lors de la grande exposition des arts musulmans. Parmi ceux-ci figure le chandelier au canard. Il le décrit ainsi. « Il est impossible d'oublier, ne l'aurait-on vu qu'une seule fois, cet extraordinaire chandelier de forme trapue, avec sur l'épaulement sa couronne d'oiseaux en ronde bosse, tous tournés vers l'extérieur, comme prêts à prendre leur vol, et ses 2 frises circulaires sur la panse de lions assis, hiératiques, séparés par une large bande de bossage. La pièce a tout ensemble un caractère de rudesse et de majesté incroyable. » Mijon attribuait le chandelier à la ville de Mossoul en Jésirée, au nord de l'Irak, et le datait du XIIIe siècle. Il le rattachait donc à l'une des phases les plus prestigieuses de l'art du métal incrusté.
De fait, le chandelier émane d'un autre temps fort de cet art et qui a précédé celui de Mossoul. À Parmijon, l'attribution au Khorasan fait aujourd'hui largement consensus. L'art du métal connaît un grand renouveau en Iran oriental et en Afghanistan au XIIe siècle, dans la région du Khorasan. Les productions de cette zone, entre l'est de l'Iran et l'Afghanistan donc, leur datation et leurs caractéristiques épigraphiques ont été largement identifiées par Soren Melikian-Shirvani, en particulier à partir des années 1970. Les décors incrustés sont récurrents sur les métaux produits à partir des années 1150. L'utilisation de métaux précieux, or, argent ou encore cuivre, sur des alliages de cuivre, les transforme en objets de luxe et introduit la polychromie dans l'art du métal à la période islamique. Cette polychromie est renforcée par l'adjonction de pâtes colorées, le plus souvent noires. Le chandelier s'inscrit dans une production de métaux repoussés et incrustés, réalisée entre les années 1150 et 1220 dans l'est du monde iranien, en particulier à Hérat, en actuel Afghanistan, qui était l'une des capitales du Khorasan. Dans le contexte de l'important développement urbain au Khorasan à la période médiévale, Hérat constitue un cas particulier, car il s'agit manifestement de l'un des principaux centres, sinon du principal centre de production de métaux luxueux de l'école du Khorasan, pour reprendre l'appellation de Melikian-Shirvani. Ce centre est connu grâce à de rares sources historiques et surtout par des objets signés d'artistes incrusteurs de Hérat ou qui comportent la mention « fait à Hérat ». Dans cette ville étaient réalisés des métaux incrustés et décorés au repoussé, comme en témoignent plusieurs objets de facture exceptionnelle et qui portent des signatures d'incrusteurs de Hérat. Cette aiguière, conservée au musée d'histoire de la Géorgie à Tbilissi, est l'une des œuvres majeures ayant permis de caractériser les productions de Hérat vers la fin du XIIe siècle. Il s'agit d'un objet de grande taille car elle mesure 38 cm de hauteur. Le col et le bec sont ornés de lions en relief obtenus au repoussé. L'aiguière est incrustée d'argent et de cuivre. Sur la panse, 12 des 24 cannelures comportent un poème en arabe et en persan, en écriture cursive. Ce poème, le plus ancien de ce type connu à ce jour sur un objet en métal, désigne l'aiguière destinée à verser de l'eau, précise qu'elle a été faite à Hérat durant Sha'aban, c'est-à-dire le 8e mois de l'année, 577 de l'Hégire, autrement dit 1181-82 de l'ère chrétienne, et loue son dynandier et incrusteur, Mahmoud ibn Muhammad al-Aravi, c'est-à-dire de Hérat. Je vous lis des extraits de ce poème dans la traduction française parue en 1995 dans l'art persan de Loukonine et Ivanov. La belle aiguière, Aftaba, admirable que je possède, pareille à elle dans le monde aujourd'hui. Qui l'a vue dira, elle est très élégante, et personne n'a rien vu de semblable. Regarde cette aiguière, on est saisi, et c'est de l'eau vivifiante qui en coule. Toute eau qui d'elle coulera sur mes mains, à chaque fois me procurera un plaisir. Que cet habit pour l'eau a été fait à Hérat, qui pourra jamais réaliser pareille œuvre? Les 7 astres du ciel, bien qu'orgueilleux, sont bienveillants à celui qui travaille ainsi. La fin du poème donne le nom de l'artiste et la date de l'œuvre. Le lien entre les astres et les formules de vœux, évoquées dans ce poème et sur l'objet lui-même, orné des signes du zodiaque sur l'épaule, sont aussi présents sur le chandelier au canard, qui présente des formules votives et des décors évoquant l'astre solaire. Commençons à nous approcher du chandelier et à l'examiner plus en détail. On observe, au bord de la bobèche, qui maintenait donc la chandelle, la réparation d'une importante déchirure par l'adjonction d'une plaque de métal de couleur jaune
tenus à l'intérieur par 5 rivets. 10 bossettes incrustées de fils d'argent occupent le centre de la bobèche. Sa base, légèrement oblique, présente une frise végétale également incrustée d'argent. Le col, à 18 facettes, s'ouvre en pétales sur le plat de l'épaule, où un motif solaire est incrusté de cuivre et d'argent. Sur le bord de l'épaule, 18 oiseaux sont tournés vers l'extérieur. Chacun repose sur une mandorle qui est incisée et marquée d'un filet de cuivre. Autour, des entrelacs végétaux portent des traces d'incrustation d'argent et de pâte noire. Les écarts entre les oiseaux sont irréguliers. Les oiseaux sont incisés et incrustés de pâte noire. Sous le plat de l'épaule, une inscription arménienne est incisée en surcharge sur un fond de frise végétale incrustée d'argent, similaire à celle qui marque le bas de la bobèche. Cette inscription, qui a été gravée sur le décor originel, date de la toute fin du XVIIe siècle et est donc postérieure de 5 siècles au chandelier. Elle nous indique qu'en 1699, le chandelier au canard a été donné à une église Sainte-Mère de Dieu dans une localité située dans l'Est anatolien, en Arménie historique. Patrick Donabédian, avec l'aide d'Agnès Ouzounian et de Dikran Kouimdjian, en a réalisé récemment ses lectures, transcriptions, traductions et interprétations, dont je les remercie vivement et que vous découvrez ici. Cette inscription, donc, nous dit « En souvenir de Jovanes Chametrenos, fils du pèlerin Martessi Balthasar, pour l'Église Sainte-Mère de Dieu, en l'an 1148, qui correspond à 1699 de l'ère chrétienne, et l'inscription s'achève par « de Sassens », qui est possiblement la mention d'un village d'Arménie occidentale dans la région de Bitlis et où se trouvait une église du nom de Sainte-Mère de Dieu. Sous le bord de l'épaule se déploie une frise de 33 félins, traités du faible au fort relief et tous travaillés au repoussé. Ils sont très proches, sans être identiques. Des petits détails trahissent la facture individuelle des félins, retravaillés de l'extérieur, en incision. Ce sont des lions, comme le montre leur crinière. Les corps sont disposés de profil et orientés vers la gauche. Les têtes, elles, sont de face. Une patte et la queue sont incisées. Le reste du corps est obtenu au repoussé sur 4 plans. Sous la frise de lion se trouve un bandeau d'inscription en écriture cursive à 8 cartouches cerné d'un filet de cuivre et scandé de 8 motifs solaires identiques à ceux de l'épaule, avec un cœur de cuivre et 8 pétales d'argent. 5 cartouches ont été totalement abrasées, un 6e est en partie abrasé. Aucun reste d'inscription détectable n'a été vu au microscope ou encore à la radiographie. 2 cartouches sont néanmoins intactes. Cette inscription est incrustée d'argent sur un fond végétal et incrustée de pâte noire. Ensuite vient un large bandeau de bossettes sur 3 rangs, chaque rang comprenant 41 bossettes incrustées, sur fond de nœuds comme sur les bossettes de la bobèche, également incrustées d'argent. Les motifs solaires sont similaires à ceux déjà rencontrés sur le chandelier. Puis se déroule le bandeau inférieur d'inscription en écriture angulaire, koufique,
divisés en 8 cartouches à filets de cuivre. Ces cartouches sont scandées par 8 rosettes incrustées de cuivre et d'argent. L'inscription, comme celle située au-dessus des bossettes, est incrustée d'argent, se détache sur un fond végétal et est également incrustée de pâte noire. Le bas de la paroi, qui est la partie la plus large du chandelier, est orné d'une frise de 31 félins avec 31 têtes de lièvre incisées entre eux. Ce décor est donc légèrement différent au regard de la frise de lion située en haut de la paroi. Les lions n'ont plus qu'une patte incisée et leur queue est remplacée par les têtes de lièvre. Enfin, le bord de la base est marqué d'une frise guillochée. Cet objet est l'un des chefs-d'œuvre de l'art du métal par sa mise en forme et la réalisation de ses décors en relief, qui représentent un véritable tour de force. Sa taille imposante suggère un poids assez important, mais il est étonnamment léger car il ne pèse que 2 kg et 700 grammes. Le chandelier a en effet été réalisé dans une seule feuille métallique, circulaire, entièrement travaillée au repoussé. La feuille métallique est mince et l'objet ne possède pas de fond. L'épaisseur de l'œuvre s'amenuise vers le haut. L'épaisseur maximale se situe sur la base qui mesure 5 mm. L'épaisseur minimale de 1 mm est aussi la moyenne d'épaisseur de la paroi et des décors repoussés. Ce chandelier incarne l'utilisation d'un matériau poussé aux limites de sa plasticité. La réalisation en une seule feuille, ainsi que la finesse et la régularité de la paroi métallique, est bien visible en radio, preuve par ailleurs qu'aucun élément, en premier lieu la partie la plus complexe, c'est-à-dire les canards en ronde bosse sur l'épaule, n'a été réalisé à part, puis rapporté à l'ensemble de l'objet par brasure ou par rivet. 10 plans de décors ont été observés sur l'objet. Les décors en creux sont chanlevés, incisés et ciselés. Certains sont ciselés en oblique pour créer un relief accentuant un léger repoussé de l'intérieur. On compte ensuite le plan plat de l'incrustation et enfin pas moins de 5 reliefs repoussés jusqu'à la ronde bosse. Le repoussé consiste à mettre en forme les reliefs par l'intérieur de la surface métallique afin d'obtenir des motifs visibles à l'extérieur. Le dinandier travaille avec des repoussoirs de diverses formes qu'il martèle afin de déformer le métal selon un relief voulu. Le repoussage utilise donc la capacité de déformation plastique du matériau qui est propre à l'état métallique. Cette technique très complexe et qui exige la parfaite connaissance de la résistance du métal est ici portée à son apogée, car elle a été employée pour tous les décors, y compris la frise de canard disposée au bord de l'épaule du chandelier. Ici, le dinandier avait dû ménager une épaisseur plus importante lors de la mise en forme, afin de garder suffisamment de matière pour les tirer. Néanmoins, je tiens à préciser que pour les dinandiers et d'autres artisans du métal d'aujourd'hui, comme pour les archéométallurgistes avec lesquels je travaille, la réalisation de cet objet reste une incroyable prouesse. La patine épaisse à l'intérieur de l'objet, brune, voire noirâtre par endroits, permet néanmoins l'observation de l'intérieur du chandelier. On remarque quelques ruptures de matériaux, mais ces ruptures du substrat, dues à la finesse de la feuille martelée, sont rares. On a compté 7 petites lacunes qui sont localisées dans les zones très fines des frises des lions ou sur leur pourtour, tandis qu'une seule rupture a été repérée dans l'un des canards en ronde bosse. Sur le plat de l'épaule, les traces d'outils de déformation du métal lors du martelage sont bien visibles. L'observation et la prise de mesure de ces traces nous permettent de comprendre avec quels outils
et de quelle manière le dinandier a opéré. Ces traces sont comparées à d'autres traces de martelage sur des métaux pour lesquels nous avons des indices de provenance de la même zone géographique afin de caractériser et d'identifier le martelage du Khorasan médiéval. La caméra, un peu comme un endoscope que nous utilisons en laboratoire, nous permet aujourd'hui d'entrer dans les canards. On peut ainsi observer le travail du repoussé, de la base arrondie des canards jusqu'à l'entrée, qui est bel et bien creuse, de la queue et de la tête des oiseaux. L'objet est très fragile, le métal si fin n'étant rien consolidé, car aucun ciment de renfort n'est visible à l'intérieur des rondes bosses. Si l'on regarde à présent à l'intérieur de la paroi du chandelier, tout en descendant vers sa base, on découvre un matériau que sa finesse rend dans certaines parties presque translucide. Dans la zone du bandeau de bossette au centre de la paroi, sont ainsi visibles de l'intérieur les préparations d'incrustation de cœur des motifs solaires. Cela indique que le métal est peut-être dans certaines parties encore plus fin et donc légèrement irrégulier, ou bien que la ciselure est plus profonde, elle aussi donc légèrement irrégulière. Le décor incisé et repoussé du bandeau inférieur, où se trouvent les lions et les lièvres, est également bien visible en négatif. Dans ces zones où le décor repoussé utilise plusieurs plans, la feuille de métal a été étirée, amincie à l'extrême de ses possibilités de déformation. Deux chandeliers conservés peuvent réellement être comparés à celui du Louvre, car ils comportent une frise de canard en ronde bosse sur le bord de l'épaule. Leurs inscriptions sont des formules de vœux. Celui-ci, que vous avez sur la partie gauche de l'écran, appartient à la collection As-Saba au Koweït. Il n'est pas entièrement au repoussé, cela dit, d'après la description qu'en donne Marilyn Jenkins. Elle indique en effet dans le catalogue de la collection que les canards ont été réalisés séparément. Et finalement, un seul autre chandelier est, semble-t-il, identique dans sa méthode de mise en forme à celui du Louvre. Il est conservé au musée d'art islamique du Caire. Il a également été réalisé à partir d'une unique feuille de métal travaillée au repoussé. Ses dimensions et son décor sont très proches de ceux du chandelier du Louvre, à l'exception des cartouches inscrits qui sont intactes et qui sont des formules de vœux. Il formait peut-être une paire avec le chandelier conservé au musée du Louvre. 4 autres chandeliers ornés de félins et de bossettes obtenus au repoussé sont connus, mais sans motif atteignant la ronde bosse sur l'épaule. Ils présentent des dimensions comparables, entre 35 et 40 cm de hauteur, et sont également ornés de décors incrustés de métaux précieux. La grande taille de ces objets suggère un contexte monumental de destination et d'utilisation. Malheureusement, aucun ne porte d'inscription pouvant indiquer leur contexte d'origine. En effet, toutes sont des formules votives. Les grands chandeliers de ce type, qui sont les plus anciens conservés pour la période islamique, étaient peut-être destinés à des monuments publics. Au vu de leur caractère exceptionnel, il s'agit en tout cas vraisemblablement d'œuvres de commande. Comme nous le faisons à l'aide d'un microscope dans le cadre d'Islam Metal, nous allons à présent explorer les décors pratiqués en surface de l'œuvre. Ils sont ciselés, chanlevés et incrustés.
L'observation des décors permet tout d'abord de connaître les objets dans leurs moindres détails, ce qui n'avait jamais été pour ces métaux réalisé auparavant. Nous les comparons ensuite entre eux afin de reconnaître des caractéristiques qui seraient communes à des groupes d'objets. Sur des métaux que nous pensons produits à la même époque, nous espérons que l'identification des traces d'outils, mais aussi des manières de faire, comparables ou similaires, mènera à une meilleure compréhension des productions d'une même région, voire d'une même ville, et pourquoi pas, dans l'idéal, d'un même atelier. Je n'ose tout de même pas espérer parvenir à la reconnaissance d'une main. Sur les bandeaux obtenus au repoussé que nous avons vus de l'intérieur de la paroi, le décor est complété par des ciselures. Elles dessinent le pelage et la gueule des félins, ou encore les lièvres qui s'intercalent entre eux. Sur la frise de lion, le traitement des têtes des félins est le même que celui observé sur les canards de l'épaule du chandelier. On retrouve les mêmes incisions qui contiennent également de la matière noire dans les zones creuses. Le rendu, l'effet très plastique de ces félins, est obtenu grâce à un jeu constant sur la surface de la paroi et sur le repoussé à plusieurs plans. Les corps sont ainsi en relief et incisés. Par exemple, l'une des pattes des lions est en relief alors qu'une autre est ciselée. De même, les crinières sont en relief et portent un décor poinçonné, alors que les queues sont simplement ciselées. Entre les lions se déploie une frise de tête de lièvre, peu discernable à l'œil nu. Leur traitement en léger relief arrondi est obtenu par des ciselures en oblique et peut-être par un léger repoussé de l'intérieur de la paroi. Ces lièvres n'ont pas de corps et surmontent une patte du lion et un fleuron. La matière noire, incrustée dans les ciselures, qui contrastait avec le fond jaune doré de l'alliage, exauçait les tracés ciselés, rendant ainsi ces décors mieux visibles. L'objet est aussi partiellement incrusté d'argent et de cuivre rouge. Les incrustations de métaux précieux sont réalisées par le martelage de fils et de plaquettes métalliques dans des ciselures pratiquées à la surface du substrat. Les incrustations sont maintenues par leur insertion dans les zones ciselées et par de la pâte noire, probablement de nature résineuse ou bitumeuse. Les incrustations sont préalablement découpées à la dimension des motifs en négatif, si l'on peut dire, ciselées pour les recevoir. L'inscription en écriture koufique a été ciselée et chanlevée avant de recevoir de la pâte noire, puis des incrustations métalliques. Sur cet objet, comme sur d'autres métaux du Louvre, émanant du Khorasan et vraisemblablement de Hérat, les incrustations en filets et en plaquettes sont pratiquées dans des ciselures crantées du même type que celles que vous voyez à l'écran. Pour les plaquettes, le centre de la zone à incruster est généralement chanlevé, c'est-à-dire qu'on y a pratiqué un enlèvement de matière irrégulier afin d'accrocher l'incrustation. C'est ce qu'on distingue sur le motif solaire qui est à gauche de l'écran. Une autre caractéristique des incrustations du Khorasan est l'utilisation partielle du contour ciselé, qui n'est pas entièrement couvert par l'incrustation. Une partie du tracé est laissée en réserve, tandis que les incrustations des lettres sont partielles et ne couvrent pas tout le dessin de la lettre. Cette particularité se trouve également, par exemple, sur l'aiguière au zodiaque du département des arts de l'islam. Cette caractéristique est bien visible sur d'autres objets observés, comme ceux-ci, sous microscope. Le détail que vous venez de voir sur la droite de l'écran, pris au microscope donc, se trouve dans la partie basse de cet objet, sur le pied-douche orné d'une frise d'animaux passants. Cette aiguière est de même forme que celle de Hérat que je vous ai montrée tout à l'heure,
et est aussi caractérisée par la présence de décors en ronde-bosse et d'une iconographie zodiacale. Les motifs solaires qui scandent l'inscription, comme ceux des bossettes au centre de la paroi, sont partiellement désincrustés. Ceux qui sont bien conservés laissent percevoir la préparation champ levé sous les pétales d'argent. Cela montre la très grande finesse de l'incrustation martelée à fleurs du substrat préparé. La pâte noire, quant à elle, est clairement posée à froid. On le déduit à l'absence de bulles dans le matériau. Elle se trouve sous les incrustations métalliques qu'elle contribue à fixer. Les photographies prises sous microscope IROX dans cette partie des décors de bossettes à motifs solaires permettent de bien caractériser les types de préparation d'incrustation en rainures obliques, par ciselure pour le pourtour, puis au champ levé pour le centre. Mais une autre incrustation de la même zone montre qu'une partie du pourtour a simplement été ciselée, tandis que l'autre est simplement champ levé. On observe donc au moins 2 méthodes d'accroche des plaquettes sur un même objet. Penchons-nous à présent sur la zone d'inscription abrasée et sur la teneur des inscriptions incrustées sur le chandelier, qui ne portent ni signature, ni date, ni nom de commanditaire ou de lieu. On peut suggérer que les inscriptions qui se déroulaient à l'origine en haut de la paroi ont peut-être été abrasées car elles contenaient des noms. Les inscriptions originelles conservées sur ce chandelier sont des formules de vœux en langue arabe. Elles ont été lues et traduites par Melikian Shirvani, qui les publiait en 1971. Celle du bas, en écriture koufique, souhaite à un propriétaire anonyme félicité, grâce divine, prospérité, salut, joie, plénitude, bonheur. Je coupe ici car ces vœux sont répétés par 2 fois avec des variantes dans la même frise d'inscription. Sur ces images de l'inscription cursive qui se trouvent dans la partie haute de la paroi sont bien visibles les filets de cuivre des cartouches, ceux en argent des lettres et les hampes de celles-ci en plaques d'argent, sur fond champ levé et incrusté de pâte noire. Grâce à ces détails, on peut nettement observer le tracé en ciselure de préparation des filets, en particulier d'argent. Les ciselures de préparation d'incrustation sont similaires à celles déjà observées dans d'autres parties du même objet. L'inscription s'enlève sur un fond champ levé, bien visible sur ces clichés. Il était à l'origine couvert de pâte noire qui faisait ressortir, en absorbant la lumière, la polychromie de l'alliage et des incrustations. La frise végétale, qui se déroule à la jonction de l'épaule, est incrustée de plaques d'argent. Ce sont les incrustations les plus larges du chandelier. Ces plaques sont convexes et en léger relief par rapport à la surface de l'objet. Leur surface est ciselée afin de préciser le dessin du motif incrusté, ici un fleuron. Leur pourtour de préparation est également ciselé, tandis que l'intérieur est champ levé. L'adhésion supplémentaire assurée par la pâte noire, présente sous les incrustations, a également été observée dans cette partie du décor. Le décor du chandelier offre de multiples symboliques liées à la lumière et au pouvoir. Le lion, les canards ou l'oie de bon augure sont tous en lien avec ces thèmes. Les rosettes incrustées sur les bossettes, mais aussi sur l'épaule du chandelier, possèdent également une symbolique solaire. Visuellement, ces décors s'accordent aux vœux écrits sur le chandelier. Ils sont en lien avec la symbolique de la lumière, astrale et divine, et ramènent aussi à la fonction d'éclairage de l'objet. En l'absence d'inscription documentaire sur les chandeliers au canard conservés, d'autres objets présentant des caractéristiques similaires doivent être convoqués
pour tenter d'en suggérer le contexte de commande, peut-être celui de dignitaires de la dynastie gouride qui règne entre 1150, année du sac de Ghazna, et jusqu'en 1215 sur l'Afghanistan, et qui s'empare également du nord de l'Inde. Ici, nous abordons donc la question des commandes par des dignitaires de la dynastie gouride de métaux repoussés et incrustés. Avec ces objets, tout d'abord, qui sont les seuls identifiés à ma connaissance, présentant des motifs repoussés avec une frise d'oiseaux en ronde bosse. Un plateau du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, sur la gauche de l'écran, et une aiguière ayant appartenu à la collection Sarre à Berlin. Celle-ci porte, sur le haut de la paroi, une inscription en partie effacée. Il s'agit d'une titulature incomplète dans laquelle on retrouve le protocole manifestement utilisé par les dignitaires de la dynastie gouride. Il commence ici par les 2 titres d'autorité, Al-Sayed al-Ajal, le descendant du prophète le Grand, le Puissant. D'après les recensements du protocole des sultans gourides, connus par les sources numismatiques, textuelles et épigraphiques, les titulatures les plus recherchées et complexes datent du XIIe siècle. Celles des dignitaires gourides n'ont jamais fait l'objet de recherches systématiques, mais les titulatures qui ont été repérées sur des métaux sont proches de celles de cette aiguière au canard. La commande de dignitaires gourides est aussi attestée par ce chandelier, conservé à Stuttgart au Linden Museum, qui est moins impressionnant que le chandelier au canard, mais qui présente la même typologie et un décor entièrement traité au repoussé. Il porte une inscription qui donne la date de l'objet, 561 de l'Hégire, soit 1166 de l'ère chrétienne. Son inscription mentionne également un haut dignitaire de la dynastie gouride qui n'a pas été identifié à ce jour dans les sources textuelles, Al-Sa'ib al-Ajal, Abil Fath Muhammad ibn Abi Sod. Le chandelier de 1166, seul parmi les chandeliers médiévaux à décor repoussé qui soit daté, est aussi l'un des rares indices des commandes de dignitaires gourides. Dans le cadre du programme Islam Metal, nous sommes en train d'étudier des métaux incrustés liés au milieu gouride et aux productions de Hérat. Leurs incrustations présentent les mêmes caractéristiques que celles du chandelier au canard. Celui-ci est peut-être le résultat d'une commande à destination d'un prestigieux monument gouride. Cette commande aurait été passée à un dinandier, peut-être actif à Hérat, dont l'identité ne nous est pas parvenue, mais qui fut manifestement le seul jamais capable d'exécuter un tel tour de force. Je remercie très vivement l'équipe de l'Auditorium du Louvre, ainsi que tous mes collègues du C2RMF et du département des Arts de l'Islam qui ont rendu possible cette présentation, et je vous remercie de votre patiente attention.